Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, laissez-nous un commentaire. Dites-nous pourquoi, à votre avis, les Mavericks ont perdu ce match contre OKC. C'était hier soir. Et puis, c'était cette défaite qui est synonyme d'élimination de la NBA Cup. Je crois que connaître quelqu'un qui a une petite larme à l'œil, il s'agit de Quentin. Salut Quentin. Salut Barnes, salut tout le monde. Ça fait bizarre de vous retrouver pour parler d'une défaite. J'avoue que j'avais un peu perdu l'habitude depuis notre vilaine série là où on devait évaluer notre inquiétude sur de 1 à 5. Là, j'ai l'impression que c'était un lointain souvenir. Mais bon, il n'y a pas que des victoires, donc c'est normal. Je suis quand même content de te retrouver, de vous retrouver tous. Et puis ouais, ça arrive, hein. Malheureusement, la NBA Cup, ça sera pour l'an prochain, peut-être, si ce n'est pas pour cette année. Mais oui, je suis un petit peu triste. Salut Quentin. Bon, et je suis aussi avec Nico. Salut Nico, est-ce que les parquets fluo vont te manquer? Ouais, salut les amis. Content de vous retrouver également. Non, j'allais dire justement que j'ai besoin d'un test chez l'ophtalmo là après le parquet spécial NBA Cup là qui m'a piqué les yeux toute la soirée. Donc cette partie-là me manquera pas. Bon, je vais encore rester un boomer à pas comprendre exactement comment ça marche les NBA Cup. Je ne désespère pas, ça va s'améliorer. Et je voulais Ce aussi dire, parquet, il m'a fait. Pardon, ouais, ce je veux parquet dire, m'a fait vraiment mal à la tête aussi. ah là, quelle C'était horreur. un miroir aussi. Il y avait un reflet des joueurs sur le sol. Là, c'était vraiment dur. Il a fallu du temps pour s'habituer. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais excellent design, bravo graphiste. Par contre, il a pas pensé à nos yeux, donc je remercie pas du tout, hein. Non, je voulais aussi rajouter, ravi de voir de plus en plus de personnes qui nous écoutent et qui nous font des retours un peu sur nos podcasts. Ça fait plaisir. Alors, on enregistre cette émission le 11 décembre. Hier, c'était donc cette défaite des Mavericks face à Oklahoma City. On va revenir en détail sur cette rencontre. On va essayer de comprendre pourquoi les Mavericks n'ont pas réussi à battre cette belle équipe d'Oklahoma City. En fin d'émission, on va aussi parler de trade deadline parce que cette trade deadline, elle approche, hein, elle est dans moins de 2 mois et il commence à y avoir quelques rumeurs qui circulent, notamment sur un certain Jimmy Butler qui serait intéressé de venir aux Mavericks. Donc, je serais très intéressé, moi, de savoir votre avis sur si c'est une bonne idée ou pas de faire venir Jimmy à Dallas. Mais bon, commençons par cette rencontre entre les Mavs et le Thunder. C'était hier soir, victoire du Thunder 118-104. Une rencontre qui était un peu qui était très attendue, pas qu'un peu, puisque bah oui, c'était le quart de finale de la NBA Cup dans la conférence Ouest, mais c'était aussi un match au sommet, hein. On avait la meilleure équipe de la conférence, à savoir OKC, c'est l'équipe qui avait le meilleur bilan, contre l'équipe la plus en forme de la ligue, on va dire, ça c'était Dallas. 7 victoires d'affilée, qui avait gagné 10 de ses 11 derniers matchs. Donc on attendait vraiment ce match avec impatience. Alors moi, je vais dire que j'étais un peu déçu, hein, pas seulement par le résultat, 14 points d'écart, c'est beaucoup, mais c'est surtout que après avoir démarré le match à 8-0 pour Dallas, OKC est passé devant et puis vraiment, on n'a pas vraiment senti que Dallas pouvait inquiéter cette équipe, même s'ils se sont rapprochés au score. On avait l'impression que OKC avait toujours une marge de manœuvre, du répondant à chaque fois que Dallas venait appuyer et se rapprochait, OKC mettait la seconde. Quentin, comment tu as vécu ce match? Est-ce qu'il a été au niveau de tes attentes? Oui, alors déjà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, hein. On va essayer d'un peu de se structurer dans nos propos. Mais il y a déjà 2 choses que je veux dire d'entrée de jeu. Un, ce match confirme, l'impression que j'avais, que j'ai pu exprimer d'ailleurs dans notre preview, en disant que pour moi, il y a 3 équipes, hein, qui peuvent vraiment, enfin qui m'inquiètent sur une série de 7. Il y avait Denver, mais je nous vois quand même au-dessus. Il y a Boston et je nous vois en dessous. Et il y a OKC et je nous vois droit dans les yeux. Ça, en tout cas, ça me confirme que cette équipe d'OKC, c'est une excellente équipe, qu'elle a clairement les armes pour nous embêter sévère. On rappelle qu'ils étaient sans Chet Holmgren. Et que vraiment, ça peut devenir une très très belle rivalité, ce Mavs Thunder. Il y a vraiment 2 superbes équipes en confrontation. Et la deuxième chose, vous me connaissez un peu, du coup, vous savez que j'aime bien cette NBA Cup là. Je pense vraiment que c'est une réussite parce que hier,
Évidemment que dans tous les cas, on aurait aimé un OKC Dallas, mais le fait que c'était en NBA Cup, qu'il y a cette notion d'élimination directe, le gagnant, il gagne son ticket pour Vegas, c'est pas rien. Ça a rajouté encore une certaine pression, une certaine importance dans ce match. Les joueurs le disaient eux-mêmes. Alors malheureusement, on est du mauvais côté hein, du résultat, mais je pense que c'est super cool d'avoir des matchs comme ça en novembre. Et honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir eu ce genre de choses sur les saisons précédentes, parce que le mois de novembre, décembre, voilà, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais globalement, ça reste quand même le premier tiers de la saison, et donc on manquait de matchs un petit peu comme ça. Donc voilà, moi, ça reste quand même déjà un point positif que je voulais relever, et j'espère vraiment que dans un an, on pourra faire un Audi Mavs sur nos Mavericks vont à Vegas. Voilà, ça c'était un petit peu avant d'attaquer sur le match. Je voulais quand même dire ces deux choses, Barnes, ça me semblait important. Je sais plus après si tu avais une question précise. Est-ce Non, que je je voulais l'ai... savoir si ce match avait Oui. répondu à tes attentes en termes de. Parce que moi, je l'attendais avec impatience. Hein. Je me Ah disais, oui, c'est les deux meilleures équipes de l'Ouest. Ça va être la baston. Et honnêtement, j'ai pas. Enfin, c'est à cause du résultat probablement, mais j'ai oui. pas trouvé qu'il y avait une grosse baston, la Bah, baston que j'attendais. il y a une intensité qui était très très forte, mais elle était bien. En fait, c'était déséquilibré. Elle était très très forte côté OKC. L'intensité qu'ils ont mis, notamment, on le voit dans le nombre de pertes de balles ou de rebonds offensifs qu'on mange. Vous savez, ce genre de rebond où tu as Lively ou Luka qui va choper le rebond défensif, mais il le prend de manière un peu laxiste. Et derrière, tu as un joueur qui arrive, mais un petit, hein, des fois un Caruso ou un Isaiah Joe, qui arrive et qui te l'arrache des mains. Soit ça, soit des pertes de balles, ou des fois, on donnait la balle poste bas à Derek Lively, en fait, il se la faisait choper. Parce qu'OKC jouait avec une intensité folle, et c'est notamment ça, un petit peu, cette ambiance playoff que j'ai beaucoup aimé, et que malheureusement, on n'a pas assez retrouvé dans nos joueurs. On peut être déçu voilà, de ce côté-là de nos Mavericks, qui, je pense, ont vraiment vu ce match un peu trop comme un match de saison régulière. Alors oui, ça en était un, mais pas que. OKC l'a abordé plus comme un match de playoff, et je pense que c'est pour ça que au final, ils nous ont dominés. Hein. Les 3 points de retard à la mi-temps, pour moi, c'est un petit peu une anomalie. On aurait dû être mené de plus que 3 points, et ce score final, au final, cet écart reflète plus la vraie différence de niveau qu'il y a eu entre les deux équipes hier soir. Ouais, en fait, en première mi-temps, Oklahoma City est très maladroit. Hein. Ils sont à 38% au tir en première mi-temps. On avait une impression qu'ils dominaient, mais à cause de leur maladresse, ils n'ont pas pu créer l'écart, et donc on est à que à -3 à la mi-temps. Mais il y avait quand même cette impression qu'ils étaient meilleurs, notamment dans l'énergie, comme tu as dit. Mm. Nico, cette défense d'OKC, elle a posé énormément de problèmes aux Mavericks. Ouais, bah en fait, je pense il s'est passé ce qu'on craignait et qu'on avait un peu annoncé là dans l'analyse d'avant-saison et qui s'est vérifié pas uniquement hier soir, mais dans la plupart des matchs de saison régulière jusque-là, que la défense d'OKC, c'est juste la meilleure défense de la NBA, ou en tout cas au moins dans le top 2 si on veut discuter avec Boston. Mais en tout cas, ils ont marqué leur territoire et ils ont tout verrouillé avec énorme force défensive, principalement concentrée sur Luka et Kyrie Irving. Et sur Luka, j'avoue qu'ils ont mis beaucoup d'énergie entre Lou Dort, Cason Wallace, Alex Caruso. Ils ont switché sur Luka, ils ont fait des prises à deux régulières. Luka, il s'est tapé Lou Dort, qui est quand même une espèce de buffle, un peu limite quand même par moment, mais qui est quand même épuisant sur tout un match. Et je trouve en plus, ils ont des qualités. Ils ont joué avec un 5, comme assez régulièrement, à part Einstein, relativement petit. Et les trois que j'ai cités, il y a quand même vachement de rapidité latérale, dans les mains, dans l'anticipation. Et ils ont très bien lu son jeu, en fait. Donc, du coup, ils l'ont mis sous pression. Même chose sur Kyrie Irving, mais j'avoue que Luka, il a eu pas mal de déchets, du coup. Il vient Ouais, juste de sortir de sa semaine là, de meilleur joueur de la semaine, mais il était dans le dur en fait. Il n'était pas dans les standards du MVP de la saison régulière comme on l'espérait. Ouais, au Mais total, Dallas, 19 pertes de balles, donc c'est quand même énorme. On sait que Oklahoma est une équipe qui récupère pas mal d'interceptions, mais bon, 19 pertes de balles, ça fait mal. Et Luka Doncic, bah, ouais, 6 pertes de balles, c'est inhabituel quand même. ouais, mais je veux pas trop mettre que sur Luka parce que je pense qu'il n'a pas été assez aidé en fait. C'est aussi ça. Je pense que lui, oui, ils l'ont bien anticipé, oui, ils l'ont bien défendu, ils ont mis beaucoup d'énergie sur lui. Je pense que s'il avait été mieux entouré, mieux aidé, du coup, il aurait probablement pas fait le même match, quoi. Mais je trouve aussi, du coup, les absences, elles ont pesé assez lourd quand même, hein. Et notamment, on en parlera tout à l'heure probablement,
mais les absences dans le défi physique et l'intensité, t'as raison, Quentin. Enfin, ils nous ont mangé, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Ils avaient beaucoup plus envie et ils nous ont mangé dans l'intensité, au rebond. Clairement, on a des joueurs qui sont censés être bien meilleurs au rebond. On s'est fait bouffer au rebond. C'est pas acceptable, en fait. J'aimerais qu'on reste sur Luka une minute. 16 points, 5 sur 15 au tir. Est-ce que c'est le pire match de Luka depuis le début de la saison, Quentin, ou je suis trop sévère là? Ouais, tu rentres de spot comme ça, un peu dur de te répondre. C'est sûr que c'est un mauvais match de sa part. Après, comme a dit Nico, c'est le match où je pense qu'il a été le plus durement défendu. Donc, Ouais. compliqué aussi pour lui de faire un match à 35-10-10 quand tu es autant pris à deux, etc. Donc, en fait, pour moi, on est un petit peu entre les deux. Ça serait une mauvaise idée de ne pas le critiquer, parce qu'il y a clairement à le critiquer. Et notamment, moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est le fait qu'il tente une fois, il tente deux fois vous savez, les passes de quarterback, là, où il est sous son panier, il fait une passe à l'autre bout du terrain. En général, il est très précis là-dessus. Mais il se fait intercepter une fois, il se fait intercepter deux fois. Il a continué ce genre de passe de con, hein. Et du coup, on a continué à perdre la balle là-dessus. Moi, ça, par exemple, ça m'a un petit peu gêné de sa part. Au niveau de sa sélection de tir, ça m'a moins gêné que certains matchs qu'on a pu voir dans le passé, parce que euh, au final, ils sont très très durs les tirs qu'il prend, et il en prend moins que ce qu'il a pu prendre habituellement, donc il a peut-être pas autant forcé que ce qu'on a pu voir dans le passé. Donc pour Lucas, je suis un petit peu mitigé entre il est critiquable, mais aussi bon, je pense qu'il n'a pas été aidé par le fait, par exemple, que Kyrie Irving n'a pas autant répondu présent que ce qu'il aurait dû quand un Luka Doncic se retrouve autant pris à deux et pris de manière violente. Tu as dit, Nico, il était des fois limite notre ami Lou Dort. Ouais, il y avait les mains qui agrippaient le maillot, hein, au sens propre du terme. Lou Dort était très physique, mais a raison, hein, les arbitres sifflaient très peu avec Ouais. Luka. Donc voilà, c'est pas son meilleur match, mais bon, il y a clairement des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre aussi pourquoi, et c'est pas le match où je vais le plus lui tomber dessus à notre ami Luka. Ouais, puis enfin, c'était une intensité de playoff, hein. Tu sais que l'intensité de Ouais. playoff, l'arbitrage va varier, mais tu peux pas t'attendre à avoir des coups de sifflet constamment, hein. Ça fait partie du jeu. Surtout, enfin pour moi, c'est un peu la redite des playoffs précédents. On a eu des arbitrages différents. Là, ça a laissé jouer, voilà. Après, moi, je Mm. voudrais rajouter un mot aussi sur SGA, qui du coup c'est coltiné Kyrie Irving une bonne partie du match, qui en plus d'avoir été monstrueux offensivement, je l'ai trouvé particulièrement bon sur l'homme. Et du coup, Kyrie, alors, il a fait des exploits comme d'habitude, mais justement, il a été obligé de faire des exploits pour marquer des paniers. Donc, c'est pas juste nos trois larrons là. Ils ont tous été quand même très forts, et surtout à switcher constamment, à une équipe un peu small ball qui switchait constamment sur tout. Ça les a pas aidés, ça a pas mis l'équipe en confiance, hein. Mm. Ouais, Kyrie, il a fait un match correct, mais c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il avait besoin de faire un exploit à chaque fois pour marquer. Quand je regarde vite Ouais, fait, 17 points, ouais, 17 points, 7 sur justement. 14, c'est pas mal. En fait, justement, c'est ça que ça m'a fait bizarre là quand j'ai regardé les stats tout à l'heure. Les stats de Kyrie, je les trouve effectivement pas mal. 50% au tir, 3 sur 5 à 3 points, 17. Mais par contre, dans l'impression que j'avais en sortant du match, pour moi, c'était un mauvais match de Irving. Donc j'avoue que les stats de Irving m'ont pas mal surprise. Alors que tu vois, par exemple, il a des stats similaires Klay Thompson, et j'ai préféré 1000 fois le match de Klay Thompson que celui de Kyrie Irving. Donc je sais pas à quel point peut-être, vous savez, c'était aussi influencé par les 2-3 points qu'il met Ouais. coup sur coup à la toute fin du match, qui fait qu'il passe de 11 à 17. Sinon, le match de Kyrie, il est moyen. Un match où justement Luka est aussi violemment, enfin je l'ai dit il y a 2 minutes, mais aussi violemment pris à deux, bah, Kyrie il doit se montrer et être bien meilleur que 11 points à quelques minutes de la fin, quoi, pour grosso modo. Donc non, moi j'ai quand même été, enfin je pense qu'on peut maintenant, vu le début de saison phénoménal qu'il nous fait, être aussi exigeant et dur avec Kyrie. Et je trouve, tu vois, que le match de Kyrie est autant critiquable que celui de Luka, voire pire, quoi. Même s'il y a un lay-up exceptionnel qui nous met là, Ah oui. il me revient maintenant. Le lay-up, c'est du Kyrie, quoi. C'est splendide, splendide. On le regardera dans plusieurs années, on aura oublié de ce match et on se dira, mais quel magicien. Mais globalement, voilà, son match, moi, je suis assez un petit peu déçu de Kyrie. Donc nos deux stars en demi-teinte, Ouais. mais du côté de Oklahoma City, SGA clinique.
incroyable. Ah Quentin, bah, c'était l'énorme performance, franchement, et et MVP, les amis, MVP SGA, quoi. je vous ai dit quoi dans notre truc de preview quand on devait pronostiquer le MVP? Je vous ai dit que Luka, il l'aurait pas parce que chez Gilgius, il va terminer premier de l'Ouest et il va avoir un très très bon niveau. Et pour le coup, là, Jokic, il nous fait du Luka, c'est-à-dire il a des stats phénoménales, mais le bilan qui fait pas bon. Shai, s'il continue comme ça, il va tout droit vers le MVP. Hier, son match, il est d'une propreté phénoménale. Et là, le fait qu'il ait pu ajouter le 3 points à son arsenal, ouf, putain, c'est vraiment, vraiment très, très fort ce qu'il fait, hein. On savait que c'était un mec qui, à mi-distance, peut te sortir des 60-70% au tir limite. Mais là, le fait qu'il nous sorte maintenant ces 3 points en plus, on passe d'un joueur qui était tout le temps entre 28 et 31 points de moyenne à quelqu'un qui peut te claquer les 40 assez facilement. Vraiment, son match hier est splendide. En plus, effectivement, en défense, il a été très, très propre. Franchement, bravo. Dans ces moments-là aussi, il faut savoir tirer son chapeau et avoir beaucoup de respect pour l'adversaire quand il nous sort un match aussi bon. Et on a vu que les quelques minutes quand il n'était pas sur le terrain, bah, nos Mavs ont réussi à revenir, hein, globalement. Euh, et par contre, quand il revenait, bah, on n'arrivait plus à creuser l'écart, enfin à réduire l'écart, pardon. Et au contraire, bah, enfin, c'était même l'inverse qui se passait. Donc, bravo SGA, bravo. Ouais, Shai, juste, je rappelle, hein, 39 points, 15 sur 23, donc c'est 65% au tir, 5 sur 9 à 3 points. Grosse performance de sa part. C'est sûr, rien à rajouter sur SGA, Nico? Non, il était super fort. Je pense que je dirais juste, c'est pas une nouveauté qu'il il est capable de montrer ce niveau de jeu. Ce qui me surprend plus, effectivement, c'est d'ajouter à son arc le shoot à 3 points avec ce niveau de. Il tire 9 fois quand même, hein, c'est pas un truc qu'il faisait si régulièrement que ça. Je pense, on n'en a pas évoqué, hein, mais je pense que c'était un peu la vengeance quand même un peu d'OKC, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on les tape d'affilée là. On savait qu'ils allaient commencer à s'agacer sérieusement. Et ben là, on a bien senti l'agacement, il n'y a pas de problème. Je pense que nous, on n'a pas été au niveau de l'intensité qu'ils ont mis, tout simplement. Bon, après, comme tu l'as dit tout à l'heure, Dallas était à 3 points de OKC à la mi-temps. Ils étaient malgré tout dans leur match, mais vraiment le troisième quart-temps a été horrible. C'était vraiment similaire finalement au match contre Memphis dont on a débriefé la semaine dernière. Troisième quart-temps horrible et OKC qui était maladroit en première mi-temps a été incroyable de l'extérieur en deuxième mi-temps, hein, 47% à 3 points en deuxième mi-temps, 9 sur 19. C'était vraiment difficile de tenir la route pour Dallas face à ce OKC qui était extrêmement adroit. Ouais, ouais. Après, au-delà de l'adresse extérieure là, du troisième quart-temps, je pense que je dirais que c'est exactement comme Memphis. T'as comme l'impression qu'ils sont sortis, enfin, rentrés plutôt sur le parquet au début du troisième quart-temps, euh, pas prêts à affronter une armada qui a faim en fait, qui est vraiment prêt à mettre les dents sur le parquet. Donc, on peut pas se permettre contre une équipe comme OKC de se prendre un écart de 14 points comme ça. Tu peux pas leur laisser autant d'avance, tu vas pas les remonter. Honnêtement, déjà contre Memphis, et ils sont remontés, c'est un petit miracle. Là, on est ravis, mais honnêtement, pour avoir été sur place dans le détail, tu avais vraiment l'impression que c'était un petit miracle. Il y a plein de choses qui sont passées, qui a tourné du bon côté de la pièce. Et puis en plus, on continue à gâcher des lancers francs, ça me rend fou quand même, hein. C'est un peu on a des pourcentages globaux lancers francs. Quand tu es dans la difficulté, tu gaspilles des points faciles. Donc ouais, c'est agaçant. Après, je rajouterais un truc. Euh, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais je trouve que on n'a pas su répondre à l'intensité et la composition d'équipe qui était mise, qui était quand même une nouvelle fois, je trouve, assez small ball. On aurait dû beaucoup plus les punir à l'intérieur, on aurait dû gagner la bataille du rebond, et on l'a pas fait en fait. Et je pense que quand tu sers pas bien nos pivots, et que tu n'apportes pas une bonne alternance un peu intérieur-extérieur, et bah, du coup, ça n'équilibre pas en fait ton jeu offensif. Et il nous a manqué des ballons supplémentaires qu'on avait récupérés, notamment quand on les jouait en playoff, et qui faisaient la différence en fait, qui faisaient la différence à la fois sur la table de marque, mais qui faisaient aussi la différence dans la tête. Tu rates des tirs, ça arrive, parfait, tu te bats au rebond, tu récupères des rebonds et tu mets des points, ça te remonte. Et là on l'a pas assez vu en fait.
Et une nouvelle Ouais, fois, sans Chet, quoi. Donc ça m'a un peu inquiété, ça. ouais, t'as raison, Nico. OKC, c'est une des moins bonnes équipes de la ligue au rebond. Ils sont 29e au rebond, hein, quand même. J'étais assez étonné de voir ça. Et bah, sur ce match, ils gagnent le rebond. On aurait dû enfin, Dallas aurait dû vraiment dominer au rebond. Est-ce que c'est une contre-performance de Derek Lively et de Gafford? On a perdu Barnes, mais pour la question du rebond, moi, clairement, ce qui m'a rendu fou, c'est que on a Gafford, on a Lively qui étaient là au premier match et qui sont là au deuxième match. Le premier match, vous vous souvenez, on a débriefé ensemble. On était extrêmement heureux parce que l'émission avant le match contre OKC, on dit là les gars ils vont être sans Chet Holmgren, sans Hartenstein, on doit jouer sur notre taille et on doit impacter la raquette. C'est exactement ce qu'on a fait dans le premier match. On fait genre 18 rebonds offensifs, je viens de regarder là, 18 rebonds offensifs. Eux de leur côté ils en prennent 7 offensifs et ils prennent 29 rebonds au total, là où nous on en prend 53. 53, c'est énorme le différentiel. Sur ce match-là, ok, on a Isaiah Hartenstein qui joue et qui est un joueur très très intéressant. Je ne veux absolument pas minimiser son apport. Il joue quand même 30 minutes, il est très très bon. Mais ça n'explique pas, ça n'excuse pas l'invisibilité, si ça se dit, qu'ont eu Gafford et Lively. Dans un premier temps, il y a effectivement un souci, on n'a pas réussi forcément à autant les servir que ce qu'on aurait pu. Mais globalement, je trouve qu'en majeure partie, les premiers fautifs, c'est eux-mêmes, tous les deux, qui n'ont pas été assez impactants quand ils avaient la balle en main, assez durs dans leur intensité, comme je reviens aux pertes de balles faciles qu'ils ont pu avoir, aux rebonds défensifs qu'ils ont pu laisser. C'est pas normal face à une équipe qui effectivement est bien plus petite que nous sur les 18 minutes où Hartenstein n'a pas joué, qu'on n'ait pas été plus impactant au rebond. Et c'est une raison, enfin pour moi c'est limite ce qui montre le plus facilement pourquoi est-ce que sur ce match-là, OKC mérite de gagner. Il n'y avait pas l'envie sur des secteurs où nous sommes censés gagner. On sait qu'au niveau du pace, sur les styles, on va perdre parce qu'OKC, ils sont super forts là-dedans. Au rebond, on aurait dû gagner et c'est pas le cas. Donc, ça nous laisse évidemment des axes de progression sur la suite. Quand Chet Holmgren va jouer, ça va être une autre paire de manches. On va avoir besoin d'un Lively niveau All-Star presque. Mais moi, c'est peut-être ce qui m'a mis le plus en rogne parmi tous les joueurs. Luka, je lui trouve des excuses, etc. Lively, Gafford, voilà, pour une fois, parce qu'on est quand même assez satisfait d'eux cette saison, c'est nos deux gars. Pour une fois, les deux ont déçu en même temps, et je pense qu'ils sont quand même bien fautifs dans cette défaite. Ouais, je rappelle, hein, Gafford, 2 rebonds, c'est pas possible. Seulement 2 rebonds, tous les deux défensifs. Et Lively, ok, 13 rebonds, ça va. Mais en termes de points, Gafford 9 points, Lively 5 points. Non, c'est pas suffisant, ça. Après, ils n'ont pas été assez bien servis, hein, pour quand même une nouvelle fois. Ils auraient pu être beaucoup mieux servis que ça. Donc c'est en partie leur faute. Après, c'est en partie aussi notre manque de lien dans le extérieur-intérieur. Je pense qu'on les a Et pas la assez très bien bonne servis. défense du Thunder pour couper Ouais, les évidemment. excès. Enfin, ils ont joué très très physique. Il y a d'ailleurs plusieurs fois, j'ai une fois là, d'ailleurs, en mémoire un moment où Lively a une faute, mais genre c'est honteux que le call soit pas fait dessus. Mais de toute façon, on savait que les arbitres étaient plutôt, ils sifflaient pas trop hier soir et nos joueurs n'ont pas assez profité là-dessus. Et ouais, ils ont un petit peu sombré nos deux lieutenants Gafford, Lively. Ça leur ressemble pas trop, donc je me fais pas de soucis. Mais voilà, petit warning. Et puis pour les prochains matchs, je crois que c'est en janvier contre OKC. J'espère qu'ils auront bien la dalle, parce que là, il y aura Chet Holmgren en starting, en titulaire, et Hartenstein en sortie de banc. Ça sera pas la même. Alors, est-ce que finalement, une des raisons pour laquelle Dallas n'était pas aussi agressif, notamment au rebond, c'était plutôt à cause d'une absence? Et Nico, t'as commencé à en parler. Est-ce qu'il nous manquait vraiment un être cher hier? Ah bah, Nico? moi, je vais répondre à cette question on va faire comme les data scientists, on va vous donner des chiffres qui prouvent ça, qui disent tout, je trouve. Dallas avec PJ Washington, c'est 15 victoires et 4 défaites. Dallas sans PJ Washington, c'est 1 victoire et 5 défaites. Est-ce que je dois rajouter quelque chose ou c'est assez clair? Je pense qu'on a une vraie dépendance à PJ Washington. C'est très clair. Et on voit en son absence dans un match aussi tendu, on a souffert à plein niveau. Il nous a manqué son intensité, il nous a manqué la capacité à fédérer, à être un leader vocal comme il le fait très bien, un leader dans l'exemple sur le terrain comme il le fait très bien. PJ Washington, c'est notre ancre défensive. Et honnêtement, on n'a pas d'équivalent à ce niveau dans l'effectif là.
à même de faire ce qu'il fait en défense sur autant de postes, notamment 3 et 4, voire 5. Et ça s'est vu en fait. Je pense qu'on s'est fait bouffer parce que je trouve que moi, PJ Washington fait partie de ces joueurs qui montrent l'exemple, qui vont au charbon, qui est le col bleu, comme il a très bien fait contre Memphis. On remonte contre Memphis, pour moi, avec l'énergie de Lively. Il y a eu du talent évidemment, mais il y a l'énergie de Lively, l'intensité de Lively et la même chose de PJ Washington. Donc, on a déjà évoqué dans les épisodes précédents. Je trouve qu'on a une vraie dépendance à PJ Washington. Sur le banc, on n'avait pas de backup. Donc, moi, j'imagine que c'est un aspect là qui doit faire réfléchir notre Nico Harrison. Et je veux rebondir sur un autre truc parce que c'est sympa la rumeur de Jimmy Butler là, poussée par son agent qui lui cherche une porte de sortie. Donc, c'est sympa de nous dire son agent il met Jimmy Butler sur le marché, mais honnêtement, c'est pas du tout ce dont on a besoin. En plus, c'est pas réaliste financièrement, mais ça, je laisserai commenter Quentin là-dessus. On ne sait pas du tout ce dont on a besoin. Donc, c'est sympa de te déclarer intéressé par les Mavs, mais nous, on n'a absolument pas besoin de Jimmy Butler. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de backup à PJ Washington. Imagine, là, il est absent 30 matchs. Notre bilan, il va pas être bon sans PJ Washington. Donc, on a, à mon avis, un trou dans la raquette là. Ouais, PJ Ouais, est remplacé par Grimes dans l'effectif. Grimes, malheureusement, 18 minutes, il a pas tenu en fait. Il n'avait pas apporté suffisamment offensivement et Ouais, défensivement non plus. mais c'est pas de sa faute en fait. Moi, j'avoue qu'on peut pas demander à Grimes de jouer, de jouer 3 ou 4 tout un match dans ce rôle de polyvalence. C'est pas du tout son rôle, c'est pas son profil. Et on n'avait pas Maxi Kleber et notre ami Omax Prosper. Honnêtement, sur des matchs comme ça, là, avec ce niveau d'intensité, il est un peu vert, notre ami, quand même. Donc après, à lui de montrer rapidement qu'il va être prêt, mais je l'ai trouvé, bon, il était pas mal, quoi. Mais pareil, on peut pas lui demander de s'improviser leader du jour au lendemain et de donner 20-25 minutes de top niveau. C'est pas réaliste du tout. Donc, je répète, on a un trou dans la raquette, dans la double raquette. Quelle magnifique métaphore. On a un trou dans la raquette. Ok, on va pardon. Juste, Quentin, t'as un truc? Ouais. ouais, bah, juste par rapport à PJ, par rapport à tout ce qui a déjà été dit, mais en fait, de manière générale, c'est un joueur, et on a dit plusieurs fois dans les podcasts antérieurs, pourquoi est-ce qu'on aime aussi PJ Washington? C'est parce que ça soit contre les Wizards ou contre les Celtics, ce mec, il va jouer à fond. Il va jouer à fond, il va tout le temps gueuler, sauter, aller taper des contres, claquer, enfin voilà, flex les biceps et tout. Et par exemple, hier, dans le manque d'intensité qu'on a pu voir dans nos joueurs, en plus du rebond, de la défense, etc., bah, de manière générale, être à fond, être un chien, quoi, comme le Thunder, ils sont excellents là-dedans. Souvent, ils se comparent même à une meute de chiens tellement ils sont affamés, ils sont à fond. Et ben ça nous a manqué. Donc, c'est une encre défensive, mais c'est aussi une sorte de Red Bull collectif, ce joueur. Je pense vraiment qu'il galvanise les troupes. Et son absence, voilà, se fait sentir sur plusieurs secteurs importants. Et celui-ci, bah, je pense que ça en faisait partie. C'est le genre de joueur qui peut permettre à notre équipe des fois de ne pas se laisser marcher dessus. Et malheureusement, hier, c'est ce qui s'est passé sur de trop nombreux moments. Je viens de repenser à ce buzzer de Isaiah Joe à la fin du troisième quart-temps. Enfin bref. Il a fait mal celui-là. Ah, il a fait très très mal. Et je dis ça pas en mode si PJ était là, on n'aurait pas pris, mais celui-là, il a fait vraiment très très mal à la tête. Après, oui, Quentin Grimes qui est titulaire, bon, ça c'est une autre discussion, mais est-ce que vraiment il fallait le mettre titulaire avec un Irving, un Doncic et un Thompson, et du coup on avait vraiment juste un seul big qui était Lively? Ça, j'ai trouvé que ce choix était peut-être un peu plus discutable. J'aurais préféré peut-être le seul très bon Mavericks dont on va parler, j'imagine. C'est le meilleur voilà. Mavericks. C'est pas un titulaire. Oui, voilà. Et ben voilà. Moi, j'aurais mis il ce s'appelle mec-là. Parlons-en. Najee Marshall. Vas-y, voilà. parle-en de Najee Marshall. Najee Marshall, donc il revient. On ne sait pas exactement ce qu'il a eu. On sait que c'était par rapport au niveau des. C'est le Covid, les gars. C'est le Covid. C'est obligé. Normalement, ils le disent quand c'est le Covid. Donc c'est bizarre. Ils sont tous. C'est quoi la maladie respiratoire qui est bon, je suis pas médecin, mais la maladie respiratoire qui est très contagieuse et qu'on n'ose pas dire. On est d'accord, mais à l'époque, dans les injury reports, dès que c'était Covid, il fallait le dire. Alors, vu que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, je sais pas si maintenant on n'est plus obligé de dire Covid-19 ou pas. Peut-être que c'est le Covid. En tout cas, la maladie a l'air de toujours courir dans les vestiaires. Mais bon, Najee Marshall, lui, il a fait ses anticorps. Il est revenu et là, on n'a pas eu à se poser la question si
s'il était en forme ou s'il était, il l'était pas. Parce que là, clairement, il a attaqué très 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 fort. Il finit meilleur marqueur des Mavs, il me semble. Si je dis pas, peut-être que Luka le rattrape sur la C'est fin, ça, je sais pas. 19 Mais points, non, voilà, non, meilleur voilà, marqueur. meilleur marqueur des Mavs. Il joue 10 minutes de moins, au moins 10 minutes si ce n'est plus, que Luka et Kyrie. Et il finit devant eux, vous vous rendez compte de la dinguerie. Donc les pourcentages sont excellents. À 3 points, il est à 50%. Et il nous a ressorti ces fameux flotteurs là, qui ressemblent à rien, son double pas, je trouve qu'il est pas du tout académique, mais dès qu'il l'a refait, son double pas avec le flotteur derrière, j'ai dit: «Ah oui, Marshall, on te retrouve, tu m'as manqué». Sa défense était pas dégueu. Vraiment, quel bonheur de retrouver Najee Marshall. C'était pas assez pour battre une équipe aussi forte que le Thunder. Mais ça nous fait vraiment du bien. C'est super cool qu'il soit de retour. Et puis j'espère que PJ pourra revenir à son tour en fin de semaine parce on va affronter une nouvelle bonne équipe. Mais c'est super cool d'avoir Najee Marshall en sortie de banc. Encore une fois, je pense qu'il est un petit peu en surchauffe. Il peut pas continuer les matchs comme ça à 20 points, après à 70% au tir. Donc profitons. Mais de manière globale, c'est un joueur très très intéressant. Et Nico Harrison nous a encore déterré une très belle pépite. Défensivement aussi, vous l'avez trouvé comment? Il était sur SGA, hein, c'était lui qui scoltinait Shai. Alors bien sûr, 39 points, mais moi je l'ai trouvé plutôt bon même défensivement. Quand c'était lui qui était sur Shai, Shai était obligé de trouver d'autres options. C'est sûr que c'est plus facile, c'est plus difficile, pardon, pour Shai d'avoir un mec comme Najee que quand c'était Kyrie ou quand ça a pu être sur quelques séquences Grams parce que Najee est plus grand, il est plus costaud, etc. Après, bon, ça reste chez Alexander, donc comme tu dis, il a fait ce qu'il pouvait. C'était intéressant ce qu'il a fait. Et voilà, il faut encore mettre en perspective par rapport au contrat que ce mec il a. Il est même pas à 10 millions et il est engagé sur les 2 saisons à venir. Donc ça, c'est vraiment une aubaine pour nous. Je sais pas si on va chercher à le trade. Enfin, des équipes vont être très intéressées par lui, c'est sûr, parce qu'un apport comme ça et un contrat aussi faible, ça va intéresser les équipes. Je pense que Nico Harrison voilà, ne va pas le bazarder contre rien, voilà, mais c'est super. D'un point de vue sportif ou même d'un point de vue monnaie d'échange, si il y a une opportunité se présenter, aujourd'hui, un Najee Marshall, ça vaut très très cher sur le marché des transferts, même si j'espère qu'il va rester avec nous. Bon, un petit mot sur un autre joueur qui fait un bon match. Nico, je sais que c'est ton joueur favori là chez les Mavericks en ce moment, c'est Klay Thompson. 19 points et 5 sur 10 à 3 points. Il a été une menace offensive. Il a tenu la route défensivement. Moi, j'ai bien aimé son match. Ouais, je pense qu'on n'est pas très loin de son meilleur match chez les Mavs, hein, pour moi. Je pense même qu'on est sur son meilleur match chez les Mavs. Honnêtement, après avoir semblé au fond du gouffre là, ça en devenait embarrassant pour lui. Tu le voyais vraiment en crise de confiance. Là, en fait, ce qu'il a fait, ce qui change beaucoup de choses, en fait, c'est qu'il a arrêté de refuser des shoots. Donc, il a sorti de nouveau la machine à tir et en plus, il avait une certaine réussite sur le match. Ouais, pour moi, c'est son meilleur match chez les Mavs et en plus contre une grosse opposition. Là, il n'a pas claqué 19 points contre Washington. Il a vraiment répondu présent offensivement. Donc, je dirais qu'il y a deux grandes satisfactions sur ce match. Il y a Najee Marshall, mais Klay est une satisfaction dans un contexte difficile. Donc, maintenant, faut montrer ça régulièrement. Il y a d'autres matchs avec des belles oppositions. À lui de montrer que c'est pas juste un petit feu d'artifice et que tout est terminé là. Ça va C'est ça. continuer. Pour moi, c'est typiquement le genre de. En gros, c'est ce qu'on lui demande, ce genre de match. Évidemment, ce qu'on lui demande un peu plus, parce que 5 sur 10 à 3 points, il ne peut pas le faire tout le temps. Mais c'est ce type de présence, ce type d'apport-là, qui nous a donné face à OKC, qu'on veut avoir de manière stable. Maintenant, la saison, on a presque arrivé à un tiers. Il faut qu'on trouve de la stabilité de Klay Thompson face à des gros adversaires. Donc, c'est quand même encourageant. On va voir ce que ça va donner sur les futurs matchs qui vont aussi être face à des bonnes équipes. Il faut qu'ils continuent dans cette voie. Après, ça reste que 2 matchs consécutifs qui sont satisfaisants. Donc, c'est encore très long pour nous pour dire que Klay Thompson de Mavs, maintenant, c'est un bon pari, etc. Mais c'est cool de voir qu'il peut quand même nous sortir ce genre de match. Et quel plaisir de le voir prendre ses catch and shoot à 3 points. Là, quand il court, il sort d'écran, il arrive en tête de raquette, il prend son tir en un tiers de seconde. C'est quand même un gros kiff.
Ouais, ouais, après, il est venu pour ça. Et Bien sûr. moi, surtout, le plus important, c'est de le voir qui refuse pas les shoots, en fait. Parce Ouais. que ça, c'était un peu plus qu'emmerdant, pour rester poli. De refuser des shoots quand tu t'appelles Klay Thompson, t'as pas le droit, en fait. Il est là, il peut faire des soirées, il fait une soirée 1 sur 10, il fait une soirée 1 sur 10. Mais quand tu es ouvert, ou quand on te file la balle et que tu as une énorme pression sur Kyrie et Luka, tu dois être une alternative et tu dois saisir ta chance et la raison pour laquelle on t'a signé, en fait. Donc ne refuse pas, et voilà. Et en plus, une nouvelle fois, contre une grosse opposition, il se fait un beau match. Je m'en fous contre Toronto, honnêtement. Ils n'ont pas besoin de Klay Thompson, je pense, pour gagner des matchs à Toronto. Et on n'a pas besoin qu'il soit à son sommet. Par contre, on a besoin de lui dans les matchs qui comptent vraiment. Donc, il y en a, comme tu disais tout à l'heure, il y a 2 gros matchs qui arrivent. Et ben, mon ami, c'est le moment de montrer que tu es de nouveau avec nous, là, ou tu es pleinement avec nous. Tu as enclenché, tu as retiré le frein à main, et qu'on a enclenché la seconde et bientôt la troisième. Une dernière satisfaction là, dans ce match, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, c'est Omax. Il a joué 10 minutes contre Toronto la dernière fois, et là, 12 minutes. On a vu des bonnes choses. Hein. Est-ce qu'il progresse? Notamment, il a fait 2 tirs à 3 points. Hein. Bon, ils étaient plutôt importants en plus. À un moment donné, il nous ramène à -8 dans le quatrième, donc un gros 3 points dans le quatrième quart-temps. Mais plus de manière générale, j'ai trouvé Omax plutôt bon enfin, hier et puis contre Toronto. Ouais, mais déjà, il a eu des minutes, hein, ce qui change. Parce qu'effectivement, quand tu es sur le banc et que tu joues jamais, c'est difficile de montrer ta valeur. Après, je dirais qu'il a quand même aussi, à mon avis, du temps de jeu, parce que la rotation est réduite. Qu'il n'y a ni PJ Washington ni Maxi Kleber, donc ça laisse quand même peu de choix à Jason Kidd. Mais il a eu le grand mérite, comme tu le dis, de marquer des points à lui, et un peu de redonner un peu espoir à ceux qui croient en lui, et Mais qui se disent Nico, on a besoin. on a critiqué les Mavs par leur manque d'énergie, que OKC c'était des chiens. Lui, quand il rentre sur le parquet, il apporte de l'énergie. Lui, c'est Ouais, un peu ouais, complètement. voilà. Et c'est ce qu'on veut de sa part, c'est ce qu'on attend de sa part. Au max, il doit apporter une énergie. J'étais surpris des shoots extérieurs. Moi, je l'attends en partie extérieure, mais j'attends surtout beaucoup à l'intérieur. Je l'attends pour faire des dégâts dans une équipe. Une nouvelle fois, je trouve qu'en dehors d'Artenstein, relativement small ball, et c'était à lui de faire du dégât dedans. Donc, il a apporté une super énergie. J'ai trouvé concerné. Bah, tu vois, Jason Kidd lui laisse une chance. Il l'a saisi là. Bravo à lui, super. Bah, pareil, continuons un peu, du coup, sur ce bon chemin. J'espère qu'il va saisir les prochaines chances. Et tant qu'il n'y a pas d'alternative solide, de toute façon, il a un boulevard quelque part devant lui, hein. S'il est bon, il n'y a pas de problème, il va avoir des minutes, hein. C'est le seul Mavs en positif. Et il a +4 dans ces 12 minutes. Ça ne veut pas dire grand-chose, je pense, mais Quentin, Ça, toi, ça, tu es ça- satisfait de Omax? Hmm, bof, bof, bof. Le +4, ça veut dire qu'il a joué en tant que remplaçant, donc il jouait face à la second unit, donc il jouait dans les minutes où Shai Gilgeous-Alexander ne jouait pas. Après, effectivement, c'est cool hein, qu'il puisse nous sortir ses tirs à 3 points. Il y a eu un petit peu d'envie, etc. Après, je reste quand même convaincu que dès que nos joueurs, enfin notre rotation se complète, on ne doit pas donner des minutes à Prosper autre que dans le garbage time. Je trouve que ça reste trop juste hein, son niveau pour la NBA dans une équipe comme la nôtre qui vise vraiment le top de conférence. Donc j'espère me tromper. Hein, c'est quand même le seul francophone de l'équipe, donc j'aimerais qu'il puisse vraiment s'imposer, mais je le trouve quand même trop juste dans son niveau. En tout cas, au moins, voilà, comme tu dis, il a saisi sa chance, il a fait ce qu'il pouvait. Il aura peut-être au prochain match si PJ Washington ne revient pas. Mais je pense que ouais, c'est pas impossible qu'il fasse partie d'un package en février si aussi s'il y a des affaires à faire avec notre cher general manager. En tout Bon, cas, le temps est compté pour lui, hein, honnêtement, hein. Et comme pour Jalen Hardy, hein, Je le temps est pense. compté, hein. S'il ne prouve pas rapidement, je ne serais pas très étonné qu'il y ait un move, hein. Ouais. Et encore, Jaden a pu alors, montrer une certaine valeur que Max n'a pas pu aujourd'hui prouver en NBA. Ouais. Elle n'est pas énorme, la valeur de Hardy, mais il a pu la prouver par
certains moments dans la saison dernière ou aussi cette saison. Là où au Ouais, je max, suis aujourd'hui, d'accord. il La a grosse encore différence rien pour moi montré. aussi entre les deux, c'est qu'il y en a un quand même qui est sur un poste ultra embouteillé. Je parle de Hardy évidemment. Et il y en a un autre qui est dans un contexte où il a vraiment de la place pour justement se faire une place. Donc, à lui de la saisir cette chance une nouvelle Ouais. fois. On va parler des transferts dans une minute. J'aimerais qu'on passe vraiment un bref instant sur les deux matchs d'avant, là, contre Toronto et Washington. Juste votre avis sur ces deux rencontres qui étaient plutôt bien maîtrisées par les Mavericks, même si contre Toronto, on s'est fait une petite frayeur à la fin. Quentin, allez, en deux mots, qu'est-ce que tu as retiré de ces deux matchs? Alors, le match face à Washington, à quelques minutes du coup d'envoi, j'ai eu une urgence vétérinaire qui fait que je n'ai pas pu voir le match. Enfin, j'ai juste vu très rapidement les highlights, donc je n'en parlerai pas plus. J'ai juste pu voir qu'on s'était quand même globalement baladé, donc ça c'est cool. Face à Toronto, par contre, j'ai quand même bien aimé notre match. Je voulais juste avoir un petit mot pour cette équipe de Toronto qui, pour moi, ne mérite vraiment pas d'être dans les bas-fonds de la conférence Est avec les autres nullards qu'on peut trouver à l'Est. Cette équipe, elle est quand même vraiment solide, intéressante, je trouve. Et je dis pas non plus que c'est une équipe qui doit faire top 6 à l'Est, hein. Mais elle est quand même... c'est un beau challenge. C'est le genre d'équipe où en fait, tu sais que tu vas pas avoir un match-up facile. En face, évidemment, qui manque de talent comparé aux Mavericks. Et pourtant, ils nous donnent du fil à retordre. C'est vraiment pas un easy win comme tu te dis avant d'arriver à Washington. Tu sais que c'est easy win. Face à Toronto, je pense qu'il y a peu de monde qui disait ce match on va le gagner facilement. Tout le monde disait il faut quand même faire gaffe face à Raptors, etc. Et ils l'ont encore prouvé. Ils n'ont pas de chance au niveau des blessures et tout. Donc c'était un bon test pour nous de montrer que face à une équipe qui est hargneuse, etc., qu'on arrive à rester zen et à l'emporter pour ne pas non plus se faire trop peur, on a une petite frayeur, mais globalement ça va. C'est le genre de match que j'aime bien dans le cadre de la construction de notre collectif. Ouais, dans ce match, on a eu donc contre Toronto, on a eu Kyrie et Luka en même temps avec Mm. des gros apports offensifs, hein, 29 points pour Kyrie et 30 points pour Luka. Et pour Luka, c'était son deuxième triple-double de suite. Donc le triple-double pour moi, c'est le signe que Luka il est vraiment de retour. Alors même si contre OKC il a pas été bon, Mm. on a retrouvé le Luka MVP qui devrait enchaîner les triple-doubles. Oui, oui, ouais. D'ailleurs, il a été élu joueur de la semaine, donc c'est cool de le retrouver. Après, bon, maintenant, on veut voir des masterclass face à des très très grosses équipes, hein. C'est vraiment effectivement bien qu'ils puissent nous sortir ça sur deux matchs de suite. Tu l'as dit, hein, Kyrie et Lucas sont les deux à quasiment 30 points chacun, et on ne gagne que de 7 points, donc ça montre aussi que Toronto a bien résisté. Maintenant, à Luka d'enchaîner. Il va avoir j'ai l'impression que c'est la quatrième fois que je le dis, des bons adversaires qui arrivent là dans les jours à venir. Donc, à Luka de nous montrer que voilà, il s'est réveillé. Puis s'il veut jouer le MVP, on a vu qu'il va avoir au moins deux sacrés larrons qui vont jouer avec lui pour ce titre-là. Et c'est d'ailleurs les deux mêmes que l'an dernier. Donc, le Luka, il faut qu'il se réveille. Bon, allez, on parle des transferts. Quand est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qu'on a appris sur Miami et Jimmy Butler? Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, je vais aller quand même globalement vite. Il n'y a pas énormément de choses à dire. On va dire qu'on est dans du classique de communication, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'agent de Jimmy que ça a fuité. Donc, Jimmy Butler, qui a 35 ans aujourd'hui, euh, il sera potentiellement free agent à la fin de la saison. Il a une option joueur qui est énorme, il me semble, à 52 millions de dollars. Donc, on peut se dire il devrait la prendre. Mais bon, dans le communiqué, il semblait dire qu'il serait prêt à refuser l'option et devenir du coup vraiment free agent. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, le Miami Heat serait ouvert à des discussions sur Jimmy Butler et que dans le cadre d'un échange, Jimmy serait intéressé pour être dans une équipe qui gagne tout de suite. Et je cite ce qu'il dit dans le texte, une des deux équipes du Texas, Houston ou Dallas, sachant qu'il est natif de Houston, ou à Golden State. Donc, on est dans du classique coup de communication. Je rappelle que, à part les joueurs qui ont des no trade clauses, et ça c'est exceptionnel, je sais même pas, je crois qu'il n'en reste plus aujourd'hui en NBA. Le joueur, il peut très bien dire je veux aller là, je veux aller là. Au final, c'est quand même l'équipe qui décide où c'est qu'elle l'envoie. D'un point de vue financier, c'est extrêmement compliqué pour nous de le faire venir. C'est pas impossible, mais c'est très 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 compliqué. Enfin, vous vous rendez compte, aujourd'hui, sa saison, elle est à 50 millions l'année ou 49. Donc, il faudrait envoyer quelque chose de ce niveau-là dans l'autre sens. Donc, c'est quand même
très très complexe. Donc c'est bien beau de sa part de dire je voudrais aller là, je voudrais aller là. Dans la pratique, ça reste quand même quelque chose de très très compliqué. Je pense qu'on est un peu plus dans le cas de la communication de la part de son agent. Ok, donc c'est peu probable, C'est peu mais probable. Pour Dallas, en tout cas. Nico, Pour Houston, c'est autre chose. Au niveau salarial, Houston est dans une autre situation. Ils pourraient plus le faire venir, les Rockets. Ça serait peut-être moins logique sportivement que pour nous, je trouve. Mais financièrement, les Rockets seraient plus aptes de le faire que nous, il me semble. Nico, t'as répondu à cette question peut-être un peu plus tôt dans le podcast, mais profil comme Jimmy Butler, ça t'intéresse pour venir renforcer les Mavericks? Je dirais deux trucs. Je vais faire court parce que je pense qu'on ne devrait pas lui donner autant d'importance. Effectivement, exercice de communication de son agent. Ça fait 6 mois qu'on sait qu'il est tricard à Miami, Jimmy Butler. Honnêtement, j'exagère à peine en disant ça. Je fais pas mon Daniel Riolo là, mais ça fait un moment que on sait quand même que ça se passe pas bien avec avec l'organisation du Miami Heat là. Et en plus, il arrive en fin de contrat à la fin de l'année. Clairement, j'imagine que le Heat se pose aussi la question, est-ce que c'est pas le moment de récupérer quelque chose pour Jimmy Butler et d'enclencher peut-être aussi une phase de reconstruction versus le laisser partir en free agent à la fin d'année. Je ne sais pas s'il prendra son contrat à 52 millions ou pas, sa player option. Mais en tout cas, enfin pour moi, il est cuit. Enfin, il n'est pas cuit. Il est dans une situation où concrètement, il serait préférable pour lui de se barrer. Son agent fait son job d'ouvrir des portes. C'est pas pour ça que pas parce qu'il sonne à la porte que tu vas le faire rentrer dans la maison. Et en plus de l'aspect financier que tu as évoqué, c'est pas du tout pour moi ce dont on a besoin. Donc pour moi, merci mais non merci. Ok, on va Bon, clore le chapitre alors. je veux Butler, quand hein. même me positionner. On retrouve nos classiques où Nico et moi ne sont pas d'accord. D'un point de vue sportif, moi je serais simplement sportif. Je serais pas. Enfin, je serais plutôt même intéressé à faire venir un Jimmy Butler avec une courte durée de contrat, donc soit une saison, soit deux, quoi, en fonction de son option. Je pense quand même que c'est le genre de joueur, s'il arrive dans un effectif pas jeune, donc pas type Minnesota où il a tout fait péter, mais dans un truc avec des vétérans, donc par exemple du Kyrie Irving ou quoi, euh, je suis intrigué sportivement. On va dire que je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait fonctionner et être assez bon pour nous. Après, voilà, on est vraiment sur la discussion de comptoir, de quelque chose qui n'arrivera pas. Mais je voulais quand même, voilà, me positionner en disant que sur le coup, je suis pas indifférent à cette idée, quoi. Il faudrait que je le fasse sur NBA 2K pour voir ce que ça donne, quoi. Parce que ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Je suis à la limite de demander des cacahuètes et un Ricard pour la conversation là. Et poser mon coude sur le zinc là, parce que Voilà. il n'y a vraiment aucune chance que ça arrive tout ça. Oui, Et voilà. par contre, à Houston, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est un bon move pour les Rockets de prendre Jimmy Butler? C'est une autre discussion, mais c'est intéressant comme discussion. S'il Pour les avait Mavs, 32 pour ans, moi, oui, mais 35 ans, putain. 35. Ils sont en processus 35, de reconstruction. bah, c'est Pour ça. moi, c'est vraiment, tu es sur du très court terme là, si tu prends Ouais. Jimmy Buckets. Hein. Ouais. Ouais, et C'est puis, juste enfin, pour un an ou 2 ans. faut le payer 15 millions maxi, quoi. Enfin, non, je sais pas. Ça Non, n'arrivera jamais. Il va pas, il est sous contrat, donc en gros, il faut ouais. juste que tu arrives à envoyer le même montant dans l'autre sens. Donc il faut que tu envoies du lourd, du très très lourd. Ok, allez, D'un on laisse tomber. côté, c'est inenvisageable. Enfin, sauf s'ils veulent dégager Draymond Green, ce qui n'arrivera pas, c'est quasiment infaisable financièrement. Donc Ouais. j'ai du mal à y croire. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de faire d'autres émissions un peu spéciales trade deadline où on pourra avoir des idées un peu plus intéressantes peut-être que Jimmy Butler ou des idées un petit peu plus réalistes. Allez, on va terminer l'émission à regarder le calendrier comme d'habitude, les matchs à venir. Alors c'est un peu incertain là, il va y avoir un match dimanche, on ne sait pas encore contre qui. Je crois que c'est soit contre Houston, soit contre Golden State. Et puis, on a une double confrontation contre les Clippers. Ça va être vraiment intéressant, le 19 et le 21 décembre. Quentin, le calendrier à venir, il commence à se corser un petit peu. Alors oui, alors, déjà il y a quelque chose. Bon, une certitude, c'est qu'on va jouer ce week-end. Alors je sais pas si c'est, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, il me semble, hein, mais peut-être c'est dimanche. Je sais plus. Tu m'as mis le doute. Non, c'est dimanche parce que samedi à dimanche, c'est la demi-finale de Cup. D'accord. Ok, Ouais. ok. Donc ça sera contre le perdant de la demi-finale Houston Golden State. Donc on est sûr d'affronter déjà un gros adversaire et un potentiel adversaire en playoff. Et ensuite, je ne sais pas
s'il va y avoir un match entre celui qu'on aura le 15 et le match qu'on aura le 19 décembre. Je sais pas s'il y aura quelque chose genre le 16-17 ou pas. Je pense pas parce que le 17, ça doit être juste la finale de NBA Cup. Mais dans ce cas-là, ça nous ferait pas mal de repos. D'ailleurs, c'est bien parce qu'on va avoir un repos donc 11, 12, 13, 14. On va avoir 3 ou 4 jours de repos. Et ensuite, après le match de dimanche, on aura à nouveau 3 jours de repos. Donc ça, c'est bien pour les effectifs, pour les corps, quoi. Et oui, alors, le programme va être un petit peu plus chargé. Et puis bon, c'est normal, on a eu un début de mois qui était très facile. Double confrontation face aux Clippers, les deux à domicile. Donc bon, il faut viser le 2 sur 2. Les Blazers à domicile, bon, ça, on doit finir très rapidement. Et ensuite, le magnifique cadeau pour nos autres fans européens, c'est le match de Noël à 20h30 face aux Minnesota Timberwolves. Et ça, c'est aussi à domicile. Donc on a 4 matchs à domicile où je pense qu'il faut viser le 3 sur 4. Et puis, voilà, une victoire en prime time et à horaire européenne face aux Wolves, ça serait quand même une superbe chose pour nous. Ce qui est sûr, c'est qu'eux, ils vont arriver, ils vont avoir faim. Parce que le 4-1, je pense qu'ils s'en souviennent de la fessée qu'ils ont prise. Et ils vont avoir envie de montrer que voilà, ils ont évolué là-dessus. Ça risque d'être un super match. Et puis même pour finir l'année, après, on aura Phoenix et les Kings. Je ne sais pas s'ils auront récupéré Durant ou pas. Mais ouais, un programme 100% Ouest et puis bien corsé pour cette fin d'année. En tout cas, ça va faire du bien aux Mavericks de rester un petit peu à la maison là. Ouais, Il va ouais. peut-être, si dimanche ils jouent à domicile, ils vont passer 15 jours à Dallas parce que là, les derniers mois, ils ont voyagé énormément, donc ça va faire du bien. Ils vont pouvoir bien dormir et se revigorer. Ouais, Voilà les il faisait gars, partie merci des. pour le. Ah, on t'a perdu, Bard, on vient de te récupérer. Mais oui, ces derniers jours, je crois que c'était l'équipe qui avait le plus bougé de toute la ligue. J'ai vu un graphique sur tous leurs déplacements à l'extérieur. C'était quand même une vraie dinguerie. Donc c'est cool. En plus, on a beaucoup de pères de famille dans l'effectif. Donc ils vont pouvoir passer du temps avec leur famille. Ouais, en plus, je trouve qu'on n'a pas fait les voyages les plus proches au monde, hein. On Ouais, s'est quand même promené de l'ouest à l'est des ouais, États-Unis, là. On n'a pas été. Le bilan carbone, il est pas ouais. bon, hein, pour Ah le dire non, différemment. Portland, Toronto, Washington. Ouais, ouais, ouais. Ah non. Donc ouais, ça sera très bien. Ça nous permet aussi de les revoir un peu aussi à domicile. Donc Mm. belle opportunité de voir les deux matchs contre les Clippers avec le retour de Derrick Jones Jr. J'ai hâte de voir ça. C'est des beaux Ouais, matchs. ouais, totalement. Merci les gars pour l'émission. Chers auditeurs, dites-nous en commentaire sur YouTube la raison principale de cette défaite des Mavericks sur le parquet de Oklahoma City. On échange avec vous sur les réseaux. On vous remercie de votre écoute et de votre encouragement. Et puis on se retrouve très bientôt. Salut Ciao. tout le monde. Allez, ciao. Salut les amis!